C'est fabuleux. Thomas Lavey. Les Grecs. Swing, le podcast de l'équipe et Journal du Golf. Salut à tous, bienvenue dans Swing, le podcast du Journal du Golf sur l'équipe.fr. Cette semaine, focus sur le gelant qui pollue de plus en plus nos parties et à tous les niveaux. On parlera également de l'actu golf de la semaine. Et pour animer avec moi cette émission, Arnaud Tillous du Journal du Golf. Salut Arnaud. Salut Jean-Philippe. Allez, sans plus attendre, on entre dans le vif du sujet. La semaine dernière, Rory McIlroy, le vendredi du Player, s'est plaint sur Twitter, associé à Phil Mickelson et Matt Kuchar. Les trois joueurs ont attendu sur chaque départ. McIlroy, vainqueur le dimanche, n'a pas hésité à parler d'épidémie du gelant sur le PGA Tour, mais a surtout pointé du doigt les officiels qui ne font rien, Arnaud. Non, ça fait longtemps que ça dure, surtout sur le PGA Tour. Mais je voyais une interview de Jay Monahan, le patron là, du PGA Tour, qui disait qu'ils avaient quand même un problème parce que, comme il y avait une retransmission télé, il ne fallait pas non plus que les joueurs aillent trop vite parce que sinon le programme pouvait être plus court que prévu. Alors, quand vous avez le patron forcément qui dit des choses comme ça, les choses sont quand même pas prêtes de changer sur le PGA Tour. On sait qu'aux États-Unis, le plus important, c'est l'argent, c'est les audiences, c'est le business. Donc je suis pas sûr que ça change. Heureusement, en Europe, c'est quand même beaucoup plus rapide et ça se passe beaucoup mieux. Mais là, on a l'impression sur le PGA Tour que c'est de pire en pire au final. Ah bah, je dis quand vous avez le patron du PGA Tour qui dit ouais, c'est pas bien, mais en même temps, les audiences télé, ça va être compliqué de changer les choses. Mais bon, s'il y a des joueurs comme McIlroy quand même notamment des Européens, parce qu'eux ils sont pas habitués à ça et ça les énerve. Même Tiger Woods aussi joue assez vite, ça l'énerve aussi. Peut-être qu'eux vont réussir à faire changer les choses, parce que de toute façon tout le monde le dit, même au niveau des amateurs, le gelant c'est la plaie du golf. Et malheureusement, ou heureusement, dans notre monde moderne, il faut que les choses aillent vite. Et le golf est beaucoup trop lent. Enfin, quand vous regardez les retransmissions à la télé et que vous zappez sur d'autres sports, sur du foot, la comparaison entre le golf où ça joue pépère, tranquille, à 2 à l'heure, et les autres sports, c'est pas possible. Après, c'est difficile de faire une comparaison entre un sport collectif comme le football et le golf. Non, mais je parle du football, mais même vous regardez le enfin, c'est trop lent. C'est sûr que c'est lent, le golf. Quand vous avez les joueurs sur le départ en train d'attendre, qu'est-ce que vous faites? Vous zappez, hein, tout le monde zappe, c'est obligatoire. Oui, mais pour le PGA Tour et pour justement les programmes télé, plus de jeux égale plus de pubs au final, c'est pour ça. Plus de jeux égale plus de pubs, effectivement. Donc c'est sûr qu'ils ont un vrai problème à ce niveau-là. Mais ils se tirent quand même une balle dans le pied parce qu'au bout d'un moment, ils n'auront plus de pubs parce que plus personne voudra regarder ce sport chiant. Allez, pour continuer le débat, je vous propose d'accueillir Alain Ratieri, arbitre international, qui va justement, lui, nous éclairer sur les règles et justement comment contrer le gelant via les règles. Bonjour Alain. Bonjour. Alors Alain, déjà, première question, comment est-ce que vous avez réagi face à la déclaration de Rory McIlroy au sujet du gelant? Écoutez, alors très honnêtement, malheureusement, je l'ai pas eu. Alors je vous le dis, il disait, il a dit que c'était justement la plaie, il limite une épidémie, une épidémie sur le PGA Tour. Oui, il y a pas à réagir. J'allais dire que c'est malheureusement un constat. Hein. Et que effectivement on est vraiment tous au courant que ce problème du gelant est vraiment quelque chose qui véritablement aujourd'hui rend le jeu très difficile pour tout le monde, hein, mais c'est pas uniquement au niveau professionnel, hein, c'est même chez les amateurs, et nous on a un souci majeur avec ça, c'est trop lent, quoi. Alors expliquez-nous, vous êtes arbitre international, quelles sont justement les règles pour justement qu'il n'y ait pas ce gelant? C'est quoi, qu'est-ce qui est marqué dans le board? Alors oui, ce qui est important dans le gelant, c'est que j'allais dire que les instances ont pris vraiment conscience aujourd'hui que c'était une plaie, puisque dans les règles de golf, on est beaucoup plus précis que par le passé, si vous voulez, dans les anciennes règles. Ils ont pris vraiment dans les règles même des dispositions qui étaient, alors que par le passé, c'était beaucoup plus vague. Alors, quelles sont les dispositions qui sont prises pour le gelant? Il y a 2 types de dispositions au niveau du chronométrage. Il y a le chronométrage sur place pendant le jeu, et en principe, un joueur a 40 secondes pour jouer son coup. Hein. Et ensuite, il y a sur le circuit, enfin en France, des dispositions qui sont prises au moment où les joueurs arrivent à la fin du parcours et remettent leur carte. S'ils n'ont pas fait le parcours dans un temps donné, et s'ils ont pris trop d'écart par rapport à la partie d'avant, il y a des pénalités qui sont prévues. Alors justement, on a l'impression que sur le PGA Tour, ils oublient un peu les chronomètres, non ? Alors ça, c'est une impression vue de l'extérieur, parce que si vous voulez,
c'est vrai qu'en termes de pénalité, ils hésitent beaucoup à pénaliser, à mettre des coups de pénalité, mais il faut savoir qu'il y a ce qu'ils appellent des bad times et qui coûtent de l'argent. Et donc, il y a énormément d'argent, en fait, que les pros sont obligés de payer parce qu'ils sont en retard. Oui, mais on a Et l'impression donc, que l'argent, ça ne suffit pas justement à ce qu'ils accélèrent le jeu, les joueurs. C'est clair que c'est exact. Hein. Malheureusement, ça ne suffit pas parce que souvent ces amendes, même si elles sont importantes, il y en a un certain nombre qui prennent leur parti de les payer. Et vous voyez, quand on voit les sommes qui sont payées par certains joueurs, c'est assez impressionnant. Arnaud? Oui, mais la différence entre les sommes payées par les joueurs et les sommes qu'ils gagnent à la fin du tournoi, forcément, là est la question. ça les encourage Ouais. pas à jouer plus vite, de toute façon, parce que c'est plusieurs centaines de milliers de dollars de différence avec un coup sur le PGA Tour. Je dirais que ça encourage malheureusement les pros qui sont mal classés, qui n'ont pas trop d'argent. Sur les pros qui ont beaucoup de revenus, l'action sera peut-être pas nécessairement effectivement efficace. Et alors sur les jeunes générations qui arrivent dans les tournois de jeunes en France, comment ça se passe? Est-ce que le jeu s'accélère? Est-ce que le jeu est de plus en plus lent? Est-ce que les jeunes sont déjà sensibilisés? Est-ce que vous les sensibilisez? Comment ça se passe? Ah oui, nous essayons vraiment de les sensibiliser à outrance. J'allais dire que c'est assez curieux d'ailleurs. Le phénomène, avec ceux qui sont tout jeunes, on n'a pas trop de difficultés, ils jouent assez vite. Et au fur et à mesure que l'âge vient, ils prennent malheureusement, et ils voient souvent des choses à la télévision, ils prennent des routines qui sont pas très bonnes. Alors nous on intervient, notre rôle d'arbitre c'est d'intervenir, on chronomètre sur toutes les parties, on essaie d'intervenir, d'actionner. Mais il faut savoir en même temps que si nous voulons vraiment appliquer des règlements en termes de chronométrage et tout, il faudrait qu'on soit très nombreux sur des compétitions. Et malheureusement nous ne le sommes pas. Et ça, c'est un des soucis que nous avons, nous, en tant qu'arbitres, si vous voulez, c'est qu'on n'est pas, je parle pas des compétitions professionnelles, mais les compétitions amateurs, nous ne sommes pas assez nombreux pour vraiment pouvoir être efficaces en matière de gestion de ces temps et de ces chronométrages. Parce que chronométrer une partie, ça veut dire qu'on est obligé de quitter un poste que l'on a et que pendant qu'on chronomètre une partie, on risque d'être appelé pour donner des décisions sur d'autres points. Et donc, c'est très difficile. Et quand on est que 4 arbitres, ce qui est déjà beaucoup parfois, et souvent on n'est que 2 arbitres, c'est très difficile pour nous d'appliquer ces réglementations. Alors justement, vous avez été arbitre durant un British Open. Comment ça se passe sur des gros tournois? Est-ce qu'il y a des consignes en début de journée? Est-ce que c'est le propre chef de l'arbitre de dire de donner un bad time à un joueur? Alors, il y a pas de, les consignes, elles sont claires. Si vous voulez, elles font partie des règlements permanents des tours. Il y a des consignes et il y a toute une réglementation concernant les temps de jeu. Ils sont au courant et tous les joueurs savent très bien qu'elles vont s'appliquer. Et donc, sur les tours en général, si vous voulez, chaque arbitre a un secteur sur les grandes compétitions. Je ne parle pas du British Open qui est tout à fait particulier puisque sur l'Open, the Open, on suit les parties. Il y a un arbitre par partie, donc la situation est tout à fait particulière sur celui-là. Mais d'habitude, si vous voulez, vous avez un arbitre qui s'occupe sur 3 trous, qui chronomètre toutes les parties et qui signale tout de suite au directeur du tournoi dès qu'il y a une partie qui est en retard. Et à partir du moment où il y a une partie qui est en retard, il y a 2 arbitres qui sont spécialisés dans ça, qu'on appelle les rovers, et qui vont venir suivre les parties qu'on leur a annoncées comme en retard, et qui vont donc se pointer derrière elles, et dès qu'on voit une voiturette derrière, les joueurs professionnels savent qu'ils sont chronométrés. Ouais, c'est pas bon signe quand on les voit arriver, quoi. Tout à fait. Ah, ça, c'est un très mauvais signe pour eux. Hein. Alors, voilà. Mais si vous voulez, sur les tournois professionnels, il y a un nombre d'arbitres qui est suffisant et on arrive à avoir des arbitres qui se spécialisent là-dedans. Il y en a 2 qu'on appelle les rovers qui vont faire essentiellement ce travail. Alors que malheureusement, sur les autres tournois, nous ne sommes pas assez nombreux, il faut bien le dire. Alors, et en plus, cette année, en 2019, il y a eu des nouvelles règles qui ont été mises en place. Est-ce que c'était aussi pour contrer le jeu lent, ces nouvelles règles? Ah oui, alors ça, il y a beaucoup de règles qui ont été faites pour contrer le jeu lent. Les règles notamment, par exemple, le fait que la recherche aujourd'hui d'une balle est limitée à 3 minutes au lieu de 5 avant, ça va vous permettre d'éliminer le jeu lent. Laisser un drapeau sur le potet avec un drapeau dans le trou, ça va vous permettre d'aller un peu plus vite, puisqu'on n'aura pas nécessairement à le chercher. Les drops qui sont faits à hauteur de genou plutôt qu'à hauteur d'épaule, ça vous permet d'être beaucoup plus précis dans le drop et d'éviter tous les redrops systématiques. Donc il y a toute une série, et ça c'est une des finalités avec la simplification des règles. La finalité c'est d'essayer d'accélérer le jeu. Ça c'est clair que la modification des règles elle est là pour ça. On a l'impression que ça marche mieux limite chez les amateurs et les compétitions amateurs. Là sur le PGA Tour, le problème il est vraiment plus profond en fait de ce jeu long. Oui, je pense que chez les amateurs, et les expériences que nous avons faites là récemment, si vous voulez, montrent que effectivement, grâce à ces nouvelles règles, on a une accélération du jeu.
au niveau des tours professionnels, vous savez, c'est tout un monde, le monde professionnel, et n'oubliez pas aussi que les arbitres sont des arbitres du tour qui vivent avec les joueurs, qui sont des employés des joueurs. Donc il y a quelque chose d'un peu spécifique au tournoi professionnel. Et malheureusement, ils devraient donner l'image de marque. Ils prennent des règlements de plus en plus sophistiqués, de plus en plus compliqués pour appliquer ces temps de jeu, mais malheureusement, on voit que les effets sont pas là. Arnaud. Ouais, non, mais c'est juste pour dire que c'était un monde particulier. Le seul joueur pénalisé à Augusta pour Gelant, Le petit chinois, là. c'était le jeune chinois, là, Gang Mais tout à fait. Voilà, qui était amateur, et voilà, quand on voit tous les professionnels qui prennent leur temps, mais les top players sont protégés, quoi. On fait un exemple avec un petit jeune amateur, quoi. Exactement, on le connaît bien cet exemple. Et c'est là où on est quand même gêné, hein, c'est clair. Hein. Alors, c'est un exemple, on n'a qu'à voir ce qui s'est passé avec Tiger Woods, le cas de Tiger Woods qui a passé presque 3 minutes dans un bunker. Si vous voulez, cette promo, pour nous, c'est une image désastreuse. Même Jordan Spieth au British Open, qui avait passé plus de 3 quarts d'heure. Non, alors là, j'étais là, hein, j'étais sur ce ruling. Là, on peut pas en vouloir à Jordan Spieth. C'est pas lui qui était responsable. C'est que le cas était vraiment extrêmement compliqué. Et donc, le cas de Jordan Spieth, c'est pas lui qui était nécessairement le fautif. Merci, parce que j'adore Jordan Spieth, donc si on peut éviter d'en dire du mal, c'est parfait. Allez, pour terminer, Alain, pour vous, la meilleure solution, ça serait de retirer des coups, mettre des coups de pénalité à chaque... Il faudrait arriver effectivement à les appliquer. Alors, vous savez, il y a une formule qui a été testée dans certains pays nordiques et qui a donné des résultats extraordinaires. C'est d'avoir des voiturettes, ça peut vous paraître drôle, mais c'est peut-être anecdotique, mais avec des voiturettes où le temps de jeu et le temps du coup s'affiche pour le joueur. On avait vu ça sur le Tour européen avec le Shot Clock Masters l'année dernière. Exactement, et ça a permis de gagner jusqu'à 40 minutes sur certains tournois. Donc il y a peut-être là une piste quand même à creuser. Ça marche. Pour mettre les joueurs en face de leur responsabilité. Merci beaucoup, Alain. Voilà, je vous en prie. Merci, allez, à bientôt. Merci. Au revoir. Donc c'était Guan Tianlang, le joueur amateur chinois, 14 ans, qui avait été pénalisé, qui lui avait d'ailleurs passé le cut quand même, hein, mais voilà. Alors, la victime, la seule victime, pour l'exemple. Voilà, pour l'exemple. Alors c'est vrai qu'on a l'impression que ce problème de Gelant est présent, pas uniquement aux États-Unis, mais beaucoup plus sur le PGA Tour. On en parlait avec Alain. Les sanctions ne sont pas assez lourdes, ce côté financier, dire voilà, on va. Mais non, c'est sûr que si vous mettez une amende de quelques centaines de dollars, voire éventuellement milliers, mais je pense que c'est un peu moins. Par rapport au prix du PGA Tour, là, vous voyez aux Players, le vainqueur était à plus de 2 millions, le deuxième à plus d'1 million, Pepperell, le troisième, était à $800 000. Bah forcément, vous payez une amende de quelques centaines, voire quelques milliers de dollars, ça vous fait doucement rigoler. Et pour en gagner plusieurs centaines à l'arrivée ou plusieurs dizaines, vous la payez et puis ça, évidemment, ça ne bouge pas. Allez, Arnaud, je vous propose de tout de suite aller demander l'avis aux joueurs du Tour. On a notamment pu avoir Romain Langasque. Ancien joueur du Tour. Non, Romain, on va d'abord avoir Romain Langasque qui va nous donner lui son avis sur le Gelant. Je trouve déjà que 50 secondes c'est beaucoup, tu vois. Donc les mecs qui mettent plus que 50 secondes, je trouve que c'est... au final, c'est pas tricher parce que ça n'a rien à voir, mais c'est une source de triche indirecte dans le sens où le mec il prend plus de temps que ce que tu as le droit pour te préparer et pour jouer. Et du coup, il est pas dans les règles. Donc moi je suis pas souvent victime de Gelant dans le golf parce que moi je suis super rapide. Du coup, ma partie, on est tout le temps en train d'attendre. Donc au final, je peux jamais rien dire, tu vois, mais... je pense que de toute façon, si des mecs comme McIlroy maintenant ils se mettent à donner leur avis et à faire avancer les choses, je pense que ça va entrer en jeu. Mais pour moi, la clé, c'est d'arrêter de mettre des amendes de 500 € ou 1000 € sur des mecs qui gagnent des millions, mais c'est de mettre des coups de pénalité sur le parcours. Et ça va faire la différence parce que quand tu prends un point de pénalité sur le parcours, t'as plus la même situation dans le tournoi et la même position. Donc je pense que ça va être la vraie clé. Est-ce qu'ils vont avoir les couilles de le mettre en place ou pas, l'USGA et le Royal et ancien, mais on verra bien. Des coups de pénalité pour oui, c'est sûr. punir, c'est la solution. C'est la solution. C'est la solution. C'est sûr que là, on reviendra à ce que vous gagnez par rapport à ce que vous perdez en argent. Évidemment que les joueurs là-dessus, ils vont vite faire le calcul et ils vont tous s'y mettre à jouer beaucoup plus rapidement. Allez, vous êtes toujours à l'écoute de Swing, le podcast du journal du golf sur l'équipe.fr. On continue notre débat sur le Gelant et on reçoit tout de suite Jean-François Luquin, vainqueur sur le Tour européen en 2008, plus de 8 ans sur le circuit et maintenant coach de Julien Guerrier. Bonjour Jean-François. Bonjour à tous.
Alors Jean-François, on parle du jeu lent. Est-ce que vous étiez joueur sur le tour pendant plus de 8 ans. Est-ce que c'était déjà d'actualité à l'époque le jeu lent? Ah oui, déjà on en parlait déjà pas mal. Les règles commençaient un petit peu à évoluer à ce niveau-là. C'est clair qu'on mettait trop de temps à jouer. Ça c'est sûr, même entre guillemets à mon époque, hein, même si je suis pas encore un papy, mais c'est clair qu'on en parlait beaucoup du jeu lent, bien sûr. Il y a eu les points de pénalité, les amendes qui ont commencé à arriver, et voilà, pour faire tout simplement accélérer le jeu au maximum. Vous avez des souvenirs de situations où vous avez un peu pété les plombs à cause de ce jeu lent? Ah oui, j'en ai pas mal, ouais. Ce serait peut-être un peu long pour tous les énumérer, mais oui, en fait, je me souviens très bien, j'étais au Denis Links. Alors déjà que c'est pas un format de jeu très rapide avec l'amateur, l'alliance, partie de 4. Le pro qui jouait avec moi, on met tous les deux la mise en jeu. L'amateur, son amateur joue, le mien joue, je joue. On passe le professionnel qui était avec moi parce qu'il avait tapé une mise en jeu plus longue que la mienne. On passe tous les trois à pied, hein, sa balle. On a marché une 40aine de mètres, on s'est retourné et le joueur avait toujours pas mis son gant en fait. Donc il y a eu, imaginez le nombre de minutes qui ont pu passer. Et vu que moi je jouais assez vite, ça m'a vite énervé. Ouais, il y en a 2-3 comme ça. Vous voulez pas donner son nom? Non, je vais pas donner son nom. Mais c'est parce qu'on donne pas les noms hein, que les gens ne changent pas. Mais bon, pas de souci. En revanche, bien sûr. Est-ce que du Colombier peut-être? Est-ce que vous trouvez que ça s'est amélioré ou justement, comme vous dites, n'êtes pas un papy à votre époque, ou est-ce que ça s'est détérioré depuis que vous avez cessé de jouer? Je crois qu'on connaît la réponse. Ouais, honnêtement, on voit pas vraiment d'évolution, hein, honnêtement. Ni dans un sens ni dans l'autre. Ouais, après d'empirer, oui. Alors il y a quelques formats de jeu, voilà, quand je viens de les citer, Denis Links. Après, on a pu voir aussi là deux trois interviews des joueurs là qui ont joué, voilà, notamment aux Players ou même sur d'autres. Bon, il y en a plein qui se plaignent du jeu lent, quoi. Donc, mais bon. Non, mais sur le PGA Tour, sur le PGA Tour, je pense que ça s'est malheureusement dégradé. Mais sur le Tour européen, il n'y a pas de changement, c'est pareil. Ça... Ouais, après ça fait, moi j'y vais plus. Si, j'y vais encore un peu, mais. Ouais, on a quand même, il y a les arbitres qui sont quand même là un petit peu plus souvent que d'habitude, quoi. On va dire, ils essayent vraiment en tout cas, de mettre tout ça en œuvre pour que ça aille un peu plus vite. Et j'ai envie de dire, il y a peut-être un petit peu mieux, mais encore, non, honnêtement, moi, quand j'y suis allé, j'ai trouvé globalement pareil. Alors justement, personnel, hein. le remède, on parlait des amendes, mais finalement, est-ce que la solution pour faire accélérer tout ça, c'est pas donner des coups de pénalité? Et les points de pénalité, mais c'est clair. Je veux dire, quand on va dire, tiens, ça fait tant, il y en a pour certains joueurs, c'est un pourboire, une amende comme ça. Et je pense que des points de pénalité, ça peut être pas mal. Des points de pénalité à la fin du tournoi, enfin ou non, ou à la fin de la journée, tout simplement. Et dès qu'on est au-dessus du temps, on prend tant de points, voilà, puis ça va faire accélérer tout le monde, hein, parce qu'on peut passer à côté d'une victoire ou d'un cut. Et c'est vrai que ça, c'est fatigant. C'est fatigant. Alors dans le monde professionnel, justement, ce jeu lent, c'est dû à quoi? C'est le fait de jouer justement pour de l'argent, qui est différent en amateur, ou peut-être que le jeu va être plus rapide. Comment on peut l'expliquer? Ouais, vous savez, j'entraîne pas mal de joueurs amateurs et je les ai vus un peu dans certains grands prix. Là, il n'y a pas d'argent en jeu et c'est aussi lent, hein, c'est pareil. C'est qu'on a envie, voilà, de s'appliquer au mieux. Il y a d'être perfectionniste, je sais pas, mais voilà, on est beaucoup moins dans l'action. On est là toujours en train de regarder. Alors oui, bien sûr qu'il faut prendre en compte la situation, le vent, la position du drapeau, le machin, le truc. Bon, au bout d'un moment, ça doit être une mécanique, ça doit être on va dire. Voilà, une habitude, quoi. Ça fait partie de la routine. Et puis là, en train de regarder le moindre petit bout d'herbe, le vent, il est droite-gauche, il est gauche-droite, mais plus de la machin, de ci, de ça. Bon, au bout d'un moment, ça prend du temps, quoi. Au bout d'un moment, faut y aller, quoi. On vise, on tape, quoi. Enfin, je veux dire, voilà, il y a le vent, il y a le vent en orientation générale. Voilà, il est sud-ouest, nord-ouest, je sais pas. Ça, c'est le rôle des caddies. Puis au bout d'un moment, on y va, quoi. Et justement, vous, dans votre enseignement, quand maintenant vous êtes coach, est-ce que c'est quelque chose que vous enseignez, d'avoir une routine rapide et de jouer le plus rapidement possible? Bah, le plus rapidement possible, non, c'est pas le plus rapidement possible, parce qu'il s'agit pas non plus de bâcler la routine. C'est juste d'être dans les temps, quoi, de mettre en dessous du temps, point. Mais c'est clair qu'il y a 2-3 joueurs, moi que j'ai pu voir entraîner, après c'est un peu plus des jeunes, faire 6, faire 7, ils prennent le 7, 4 coups d'essai, on se met à l'adresse, on sent le vent qui tourne, on se remet, mais non, c'est peut-être un 6.
Non, enfin, au bout d'un moment. Mais c'est pas l'influence un peu de la, c'est c'est pas l'influence un peu de la télé quand on voit des joueurs comme Tiger Woods ou d'autres joueurs de renom qui prennent leur temps. On pense aussi à Jason Day. Ouais, oui. Après, oui, ils veulent c'est peut-être du mimétisme, hein, je sais pas. Hein. Ils disent Woods, il met tant de temps pour jouer, il faut peut-être faire pareil. Alors peut-être qu'il y a des joueurs qui essayent. Hein. Mais en attendant, quand on met 5 heures ou 5 heures et demie pour jouer, voilà, c'est pas normal, quoi. Arnaud. Ouais, moi, ce qui m'énerve particulièrement, c'est ces livres là pour les greens là. Maintenant, il y a Des livres pour les greens. Ouais, des carnets de parcours sur les points pour lire les greens là. Ça, je trouve que c'est le degré zéro du golf et c'est le degré zéro du jeu rapide quoi. Enfin, je comprends même pas qu'on les autorise quoi. C'est un scandale absolu qu'on ait besoin d'un livre pour lire un green. Ça me c'est la fin du golf pour moi. Qu'est-ce que vous en pensez, Jeff? Non, mais moi j'ai eu quand j'ai Greg Avray qui il y a 2-3 ans, il avait les problèmes de cadet, voilà, on est super amis, il m'avait dit voilà, est-ce que tu peux venir prendre mon sac, machin. Donc je l'avais cadayé 3 semaines, un truc comme ça. Et il m'avait dit tiens, prends le green book. Et moi je regarde, j'ouvre le truc, je fais non mais moi là j'ai l'impression qu'on va faire décoller une fusée. Il y a plein de chiffres dessus sur le green, ça, il y a plein de. Ouais, il y a plein de chiffres, il y a des flèches, mais par contre ça aide énormément aux joueurs. Je sais qu'il y a plein de joueurs à qui ça aide, mais par contre là où je suis d'accord, c'est que ça prend encore plus de temps. Déjà qu'il y a du temps sur le yardage book normal quand on est sur le fairway à prendre le point, le drapeau, le machin. Si en plus il faut réouvrir un carnet sur le green, c'est clair que pour le jeu lent, ça va pas aller dans le sens. Mais par contre, c'est une aide incroyable que les joueurs ont au niveau du green book. Ça, c'est sûr que c'est une aide incroyable, mais en amont. Mais non, puis même, enfin en même temps, le golf et le putting, c'est ça aussi, c'est de la lecture de green. Donc c'est du feeling aussi, ouais. C'est donc c'est pas que oui, des c'est chiffres. une aide, mais je trouve que ça, c'est un peu comme l'alignement qui a été interdit. Moi, je trouve ça bien. Oui, évidemment que l'alignement ça aide, mais ça a été interdit. Je trouve ça très bien. À un moment, il faut que le joueur il soit tout seul ou voir avec son caddie en lecture de green. C'est une habileté qui fait partie du golf, quoi. Après, les avis étaient partagés parce qu'ils disaient que beaucoup de joueurs faisaient 4 fois le tour du putt avec le cadet, le machin, le truc. Et ils s'étaient dit, après, il y a tous ceux qui ont fait ça, ils se sont dit, voilà, en mettant entre guillemets un green book, les joueurs vont gagner du temps par rapport à la pente générale du green, je dis n'importe quoi, par rapport au putt qu'il va avoir. Donc, voilà, voilà, les avis sont partagés, quoi. Mais c'est clair qu'il faut en faire l'utilité. À bon escient et puis surtout et dans le temps imparti. Dans le temps. Voilà, dans le temps imparti quoi. À la limite, tu veux utiliser le green book et ok mec, y a pas de souci, tu utilises le green book, mais par contre t'as tant de secondes pour jouer. Et surtout pour les amateurs, parfois pas trop réfléchir permet de faire un meilleur coup de golf que bien réfléchi. Voilà, donc voilà, et puis après j'avais entendu qu'ils voulaient peut-être mettre les Bushnell aussi en route. Enfin bon. Oui, après, voilà. Mais bon, après, si le joueur met 45 secondes à prendre sa distance parce que y a du brouillard ou parce que je sais pas quoi ou parce que ci ou parce que ça, parce que sa Bushnell prend pas le bon drapeau ou bon machin. Voilà, moi je pense que peu importe les outils, il faut mettre des temps et mettre des points de pénalité et points barres. Puis voilà. Peu importe qu'il y ait Green Book, Bushnell ou Yardage Book, de toute façon, voilà. C'est point de pénalité et puis il faut être intransigeant là-dessus. Mais bon, après, par contre, il faut peut-être engager plus de personnel, il faut qu'il y ait un arbitre par partie. Enfin bon, voilà, c'est peut-être pas non plus évident à organiser tout ça. Allez, pour terminer, Jean-François, vous êtes le coach de Julien Guerrier. Hein, il est toujours en convalescence après son opération de la main. Est-ce que vous avez des nouvelles ? Comment va-t-il, Julien ? Ben on s'est pas mal évidemment au téléphone. Il a été opéré. L'opération s'est plutôt bien passée. C'est ça, c'était la main. Hein, c'était opéré de la main. Le pouce gauche, ouais. Le pouce gauche. Et là, il est en convalescence. Il essaie de reprendre petit à petit, voilà, des sensations au niveau de son pouce. Il a pas mal de douleurs post-opératoires, donc apparemment, ce serait, on va dire normal parce qu'on a quand même ouvert, on a quand même un peu allé charcuter tout ça. Voilà, et on espère qu'il va pouvoir au moins rechipper, on va dire aux alentours du mois de mai. En tout cas, on espère qu'il va pouvoir reprendre l'entraînement là. Et puis de toute façon, il a eu son exemption médicale et l'objectif, c'est de bien travailler pour préparer la saison 2020 sans douleur. Donc on le reverra pas en 2019 Je pense pas. Je pense qu'il va pas. Enfin, je dis mais il va pas prendre le risque d'aller. Voilà, il n'aura pas joué au golf depuis à peu près 7-8 mois. On va à peu près. On n'est pas au mois près. Donc voilà, le plus important, c'est de retrouver son niveau de jeu, retrouver de la confiance. Et puis, on espère qu'il va pouvoir jouer les tournois de novembre, Hong Kong, tout ça, qui vont compter pour 2020. Mais le moral est là.
le moral, il fait un peu up and down. Quand on est blessé, on a nos copains qui, et je suis bien placé pour en parler, nos copains qui jouent les tournois qu'on a l'habitude de jouer, qu'on voit sur les chaînes Golf Plus, tout ça, quand on voit tous les tournois chaque semaine, de temps en temps on prend un petit coup au moral, mais bon voilà, après il faut le relativiser, mais en tout cas on essaye, et puis il fait le maximum pour avoir le moral, parce que ça fait partie évidemment de la guérison, de rester optimiste et d'être positif. En plus, c'est quand même rageant parce que pour la première fois qu'il réussissait à garder sa carte, Il était sur une bonne dynamique, quoi. Voilà, on sait quand même c'était le grand espoir français. Enfin, il s'imposait, enfin, il s'installait sur le tour européen et là, patatras quoi. Ça doit être frustrant pour lui comme pour vous quoi. Ouais, c'est surtout, enfin moi déjà, frustré. Je suis pas frustré. Si on est là, on se dit mince, c'est quand même dommage. Moi, je ressens ça en tant qu'entraîneur. Lui, imaginez ce qu'il lui ressent. On a commencé, il était sur Challenge Tour, il hésitait, arrêter, pas arrêter, et de là, bim, il a gagné 2 tournois sur Challenge Tour, passé sur le Tour européen, réussi à garder sa carte, on va dire, enfin, je vais pas dire aisément, mais bon, pas loin, pas mal de top 10, de podium. Ouais, ça montait vraiment en puissance. Et puis la fin de saison, malgré la douleur et malgré la blessure, il jouait très très bien, il jouait incroyable. Et puis le truc, c'est que c'est devenu insoutenable cette douleur. Donc voilà. Donc il a un peu les boules. Ouais, c'est normal. Hein. Moi, oui, évidemment aussi, parce qu'il y a le travail tout d'un coup qu'on se dit qu'il va s'arrêter pendant 7 mois. Mais bon, on va essayer de revenir plus fort. C'est un bon challenge. Ça marche. Merci beaucoup. Merci Jean-François. Et à bientôt. Pas de souci, avec plaisir, messieurs. À bientôt. Place maintenant à l'actu, Arnaud. Ah bah, c'est vous, si vous le dites. Allez, place à l'actu, on va parler notamment de la 6e place de Romain Langasque la semaine dernière au Kenya. C'est sûr que c'était un gros tournoi alors qu'il n'y avait rien sur le PGA Tour. Oui, c'est bien pour Romain Langasque cette 6e place qui lui permet d'être pour le moment 22e de la Race to Dubai. Et justement, on va l'écouter, Romain. Ma semaine, elle s'est super bien passée. J'ai fait une grosse semaine de long jeu. Bon, le putting, c'était pas ça le 2e et le 3e jour. Mais sinon, dans la généralité, c'était top. Le samedi, dans la généralité, c'est le putting, encore une fois. Par rapport au stade, j'ai fait -3 de stroke gain putting le vendredi et -2,5 le samedi. Donc, tu vois, c'est quand même là qu'il y a eu le petit hic du week-end. Mais bon, après, je suis content aussi d'avoir réagi fort le dernier jour. Écoute, là, je suis retour à la maison. Je m'entraîne quand même là. Là, tu vois, par exemple, je suis au golf en train de m'entraîner. Au cas où je reparte en Inde, parce que je pense que si je rentre en Inde, je vais quand même y aller pour jouer. Et ensuite après l'Inde, si jamais je rentre en Inde, il y a 3 semaines off, donc il y aura une semaine off en Andorre, et puis ensuite il y aura 2 semaines de reprise d'entraînement. Voilà, Romain Langasque qu'on a pu joindre, qui nous faisait un petit débrief de sa semaine. Et évidemment, il n'est pas là cette semaine en Malaisie, donc il va profiter pour s'entraîner. Romain, Arnaud, j'aimerais bien vous nous expliquer un peu la règle du stroke gain putting. Il nous parle de ça, Romain. C'est quoi? C'est une moyenne? Oui, vous comparez chaque secteur du jeu par rapport au reste du champ et vous voyez si vous avez été plus performant ou moins performant que les autres joueurs. Et donc, quand c'est négatif, ça veut dire c'est bon signe. Non, quand c'est c'est pas bon signe. Non, c'est pas bon signe. C'est ce qu'il a dit, c'est que vous avez perdu des points par rapport. Il a perdu en moyenne 2 ou 3 points au putting sur ces tours-là. Donc, forcément, ça fait une grosse différence à la fin du tournoi. Bon, encore un top 10 pour Romain Langasque. Évidemment, c'était pas le champ le plus spectaculaire au Kenya, mais il est tout de même 22e de la race. Il est là. On le rappelle, il sera au British parce qu'il s'est qualifié en finissant 2e ou 3e. Mais il est reparti. On avait été évidemment inquiet pour lui, mais ça y est, c'est reparti. Sa trajectoire est repartie vers le haut, Romain Langasque. On l'a annoncé pendant assez longtemps comme lui aussi comme le grand espoir français. Voilà, il confirme, il fait le boulot, ça avance. Voilà, il a encore une petite catégorie, donc il rentre pas sur les gros tournois, mais sa carrière a repris une bonne tournure. C'est parfait. Puis c'est toujours un plaisir de l'entendre, Romain, quand il parle. C'est vraiment concis, c'est clair. C'est un super joueur et un super client, comme on dit. Allez, sur le PGA Tour, c'est Rory McIlroy qui a remporté le Players, victoire de prestige, sa première depuis mars 2018. Du coup, il est passé favori pour le Masters, favori des bookmakers en tout cas, Arnaud, Rory McIlroy. Ouais, que des top 6 depuis le début de saison. C'est vrai qu'il était encore en dernière partie la semaine d'avant au Arnold Palmer Invitational.
On disait qu'il avait du mal à conclure. Bah, là, il a conclu. Du tee au green, c'est le meilleur joueur du monde avec DJ de très loin. Bon, bah, on sait que quand il putt à peu près bien, c'est ce qui s'est passé là. Et encore, il a gagné un peu de points sur le reste du champ, là, au fameux stroke gain putting, mais pas beaucoup. Il en a raté aussi pas mal. Voilà, avec un putting décent, Rory McIlroy, il gagne ce tournoi avec 6 coups d'avance. Enfin, c'est très très fort. Donc, ouais, vivement le. Rory vivement McIlroy le Masters, est toujours plus ou moins favori du Masters, l'un des favoris du Masters. Oui, mais bon, là, il arrive quand même sur une lancée assez incroyable. Après, encore une fois, ce sera Augusta, ce sera les greens d'Augusta, donc et puis il faudra voir les putts sous pression et notamment le dimanche parce que là-dessus on le connaît, enfin ça commence à devenir surtout ce petit agaçant, blocage quoi. qu'il a Augusta. On peut parler de petits oui, blocages, de gros blocages depuis 2011 et quand il avait laissé échapper 4 ou 5 coups d'avance le dimanche et puis maintenant c'est au départ du 10 même. Je crois. C'est ce qui lui manque pour faire son carrière Grand Slam, donc c'est sûr qu'il arrive avec l'étiquette de favori et puis l'envie de gagner, ça aide pas en golf et puis de toute façon ça se jouera sur les 9 derniers trous du dimanche, sauf s'il nous fait une Tiger Woods et qu'il a 10 coups d'avance, ce qui m'étonnerait quand même vu l'opposition. Allez, un dernier mot sur le dernier tour de Jim Furyk aux Players. Pas si mal pas si mal du tout. Il a failli Jim Furyk, il a failli plus prendre, tout jeune, mais il a failli mais prendre toujours sa là. revanche sur l'équipe européenne à lui tout seul. Il a planté le mât au 18 pour menacer McIlroy. Non, c'est un super joueur. Il avait évidemment mis sa carrière un peu entre parenthèses. Là, il repart. Et je pense qu'effectivement, il doit avoir quand même un petit goût de revanche. Ça s'est très très mal passé pour l'équipe américaine pour diverses raisons et notamment des raisons d'ambiance. Donc je pense qu'il l'a un peu mauvaise, ouais. Il l'a très mal vécu, donc s'il peut redémarrer sa carrière et puis reprendre un peu de plaisir seul et sur le parcours, je pense qu'il va pas s'en priver. Peut-être qu'il en profitera pour nous raconter un peu ce qui s'est passé. Les dessous de la Ryder dans les coulisses et comment il l'a vécu. Allez, merci beaucoup Arnaud, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi, merci à Rémi à la technique et on se retrouve la semaine prochaine. Salut. Swing, le podcast de l'équipe et Journal du Golf.